Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle FAQ. Donc aujourd'hui on est en extérieur. Donc je suis dans un petit temple qui est pas très loin de chez moi et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est très calme. Donc je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure entre les questions à quoi ça ressemble. Mais on va commencer tout de suite avec la première question. Donc on va commencer d'abord par le thème des questions personnelles et sur la chaîne YouTube. Et donc première question de Baka qui me demande si j'ai eu du mal à m'adapter quand je suis arrivé au Japon. Alors effectivement, j'avais déjà répondu à cette question, il me semble, par le passé. Et non, aucun mal à m'adapter quand je suis arrivé. Donc je connaissais bien le pays, j'y étais déjà venu plusieurs fois en vacances pendant un mois à chaque fois. Et en plus, j'étais avec ma femme, donc ça a quand même grandement facilité les choses. Mais voilà, aucun problème d'adaptation en ce qui me concerne, que ce soit pour les coutumes ou que ce soit pour la vie en général. Question suivante de Beberman qui me pose une question sur la chaîne, à savoir quelle est la moyenne d'âge de mes spectateurs sur la chaîne YouTube. Alors quand je rentrerai à la maison, je mettrai une capture d'écran des statistiques de YouTube, mais il me semble que c'est entre 30 et 40 ans. Voilà, il y a beaucoup de personnes entre 30 et 40, et entre 40 et 50, il me semble que ce sont les tranches d'âge les plus représentées. On continue avec une question du Petit Breton. Donc le Petit Breton me demande si, par rapport à ma vidéo de news sur le congé de paternité, est-ce que j'avais pu en prendre un, ou est-ce que j'avais cédé à la pression sociale. Alors, moi, je suis prof de français, donc si je prends un congé de paternité, eh bien, ça veut dire que j'abandonne mes classes pendant plusieurs mois à un autre professeur. Et donc, quand je reviens à l'école, j'ai plus de classe, je repars de zéro. Donc, non, je n'ai pas pris de congé paternité parce que dans mon travail, c'est vraiment pas possible, à moins de faire une croix sur plusieurs mois, voire plusieurs années d'évolution progressive du nombre de classes. Voilà, donc c'est pas à cause de la pression sociale, c'est plutôt financièrement. Et en plus, on reçoit 50% ou 67% du revenu, et je t'avoue que même avec 100% du revenu, on n'a pas beaucoup de marge, donc on pouvait vraiment pas se permettre de perdre de ce revenu. Même à 67%, c'était vraiment pas assez pour continuer à vivre correctement, en tout cas comme on souhaite le faire. Il me demande aussi si je compte évoluer sur la chaîne, est-ce que je compte faire de nouveaux types de formats, ou est-ce que je suis satisfait avec le format actuel. Alors effectivement, comme il l'évoque, il y a un problème de temps et de moyens évidemment, mais j'aimerais vraiment faire plus de vlogs, même si c'est pas très populaire, et voyager dans la région ou même dans le pays pour montrer des endroits, faire découvrir, expliquer comment y aller, expliquer ce qu'il y a d'intéressant. Mais voilà, pour l'instant, j'ai ni le temps ni l'argent, donc c'est pas prévu pour tout de suite. Mais j'aimerais aussi faire des interviews de français. Donc j'ai déjà fait quelques interviews de japonais qui parlaient français, plutôt de japonaises qui parlaient français, mais j'aimerais bien rencontrer des Français installés au Japon depuis plusieurs années, si possible, et les interviewer pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours, comment ça s'est passé, parce que je connais que le côté prof de français marié avec une japonaise, mais j'imagine que vous, si vous regardez cette chaîne et que vous habitez au Japon, vous avez probablement un parcours très différent. Donc voilà, s'il y a des candidats, s'il y a des personnes qui habitent au Japon et qui seraient intéressées pour se faire interviewer par moi sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que ça serait très intéressant pour tout le monde. Voilà, si possible des personnes qui sont là depuis un petit moment. Si vous venez d'arriver, je pense que c'est intéressant également. Mais voilà, dans un premier temps, en tout cas, je préférerais interviewer des personnes qui sont là depuis pas mal de temps. On passe maintenant à une question de Cornelius qui demande si avec la pandémie, eh bien c'est facile de se faire des amis japonais. Alors, moi, j'ai pas vraiment d'amis japonais, donc que ce soit à cause du coronavirus ou autre, par rapport à mon rythme et puis par rapport à mon caractère. Maintenant, je pense pas que la pandémie ait changé grand-chose. Alors évidemment, c'est plus difficile de sortir. Et si j'avais un conseil à te donner, si tu veux te faire des amis japonais, quand il n'y a pas de pandémie, c'est de participer à des soirées franco-japonaises. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais touriste, j'en ai déjà parlé, mais j'avais rencontré beaucoup de Japonais qui apprenaient le français. Donc il y en a qui parlaient très bien, il y en a qui parlaient pas du tout. Et à chaque fois, on alliait des relations et je les voyais à chaque voyage. Et ils m'ont emmené dans leur ville natale, ils m'ont fait découvrir des endroits. Donc voilà, se faire des amis japonais par des soirées franco-japonaises ou des soirées internationales, c'est un bon moyen de commencer assez simplement et de rencontrer des Japonais qui sont intéressés par les Français. Question de Ingrid qui me dit que la France ne me manque pas trop, en tout cas c'est ce qui se ressent dans les vidéos. Et effectivement, la France ne me manque pas du tout, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais elle me demande si j'ai quand même des conseils pour les expatriés, par exemple au Japon, à qui la France manquerait. Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de restaurants français, il y a des quartiers avec de l'architecture un petit peu française, et il y a aussi une communauté française qui existe particulièrement à Tokyo, j'ai l'impression. Alors personnellement, je ne suis pas du tout dans cette communauté, mais certains abonnés ou même des connaissances, des collègues m'en ont déjà parlé. Il y a des soirées organisées, il y a même des apéros organisés, où il y a des événements un peu plus officiels par la chambre de commerce des sociétés au Japon ou par l'ambassade. Donc voilà, il y a des moyens de rencontrer des Français si on le souhaite. Moi, ça n'a jamais été mon souhait, donc je ne l'ai pas fait.
Mais voilà, une petite communauté française existe, il y a des sites pour ça et il y a même des événements où on peut rencontrer donc certains expatriés. Maintenant, on passe à une question de Luna qui me demande comment j'ai appris le japonais. Est-ce que je l'ai fait directement ici ou est-ce que je l'ai fait également en France avant d'arriver? Alors ça aussi, j'avais déjà répondu dans ma vidéo sur comment apprendre le japonais. Donc Luna, je te l'ai déjà dit, mais si tu l'as pas encore regardé, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions dans cette vidéo. Mais pour te répondre encore une fois ici, eh bien, j'avais appris un petit peu quelques mots, quelques kanji avant de venir. Je connaissais mes hiragana, mes katakana évidemment. Mais finalement, comme je n'étudiais pas vraiment sérieusement, quand je suis arrivé au Japon, en 1 ou 2 semaines, eh bien, j'ai rattrapé et j'ai même dépassé largement tout ce que j'avais déjà étudié. Donc voilà, ça m'a aidé pendant les premiers jours, les premières semaines, et puis même pendant mes voyages, à lire les hiragana et les katakana. C'est vraiment très utile. Ça dépanne dans les restaurants, dans les cafés par exemple. Mais voilà, la vraie étude du japonais pour moi a commencé ici. Quand je suis arrivé, je parlais seulement quelques mots de japonais. Solange maintenant me demande si c'est mon amour du Japon qui m'a fait venir m'installer ici avec ma femme ou c'est mon amour de ma femme qui m'a fait venir m'installer au Japon. Donc c'est une très bonne question. Alors c'est un peu les deux. J'avais déjà l'intention de venir m'installer au Japon. J'avais déjà voyagé plusieurs fois et j'étais en train de préparer donc 1 an d'études ici pour y vivre pendant 1 année complète quand j'ai rencontré ma femme lors d'un voyage pendant cette étape de préparation. Mon voyage pour 1 an était prévu un peu plus tard, mais la rencontre avec ma femme a accéléré les choses et donc je suis venu plus tôt que prévu. Voilà, il y a du monde qui est arrivé, donc ça va faire un petit peu plus de bruit, mais je vais quand même continuer de répondre à vos questions. Donc Solange me demande également si ma femme et mon fils sont déjà allés à Marseille. Alors ma femme, oui, quand on n'était pas encore mariés, avant de venir s'installer ici, donc elle n'a pas trouvé ça foufou. Et mon fils, non, n'est jamais allé à Marseille puisque depuis qu'il est né, mes parents n'habitent plus à Marseille, ils habitent en Ardèche. Voilà. PBDRAW maintenant me demande comment j'ai fait pour trouver un emploi. Est-ce que je suis passé par un organisme? Alors non, j'étais déjà ici depuis 1 an quand j'ai envoyé mon premier CV donc dans mon école où je travaille actuellement. Et donc mon premier CV a été accepté, j'ai eu un entretien et j'ai été embauché dans cette école. Il voudrait également savoir comment j'ai trouvé un appartement au début et donc là, comme je l'avais déjà expliqué, c'était aussi le mode easy puisque j'étais avec ma femme. Donc je suis venu une fois en vacances avant le grand déménagement et avec ma femme on a visité quelques appartements et puis après elle et sa famille ont fait les démarches et quand je suis arrivé ici donc le 31 décembre 2010, eh bien on avait déjà notre appartement. Donc voilà, c'était vraiment facile pour moi parce que il y avait ma femme. Voilà, je crois avoir répondu à peu près à toutes les questions d'ordre personnel qui concernaient la chaîne. Donc si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolé. Dites-le moi dans les commentaires, je vous répondrai par là. Et je vais changer d'endroit pour répondre à d'autres questions sur un autre thème. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu le temple où je suis. Voilà, on se retrouve dans un nouvel endroit, donc je suis au milieu de la nature, je suis un peu dans la jungle, vous voyez derrière moi, vous entendez les oiseaux, il y a les bambous, et on va parler maintenant des questions relatives à la vie au Japon et comment s'installer au Japon par exemple. Et on commence tout de suite avec des questions de PBDRAW qui me demande s'il y a des limites pour venir s'installer au Japon par rapport à l'âge par exemple. Donc non, à ma connaissance, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, il faut avoir un visa, donc voilà, toutes les limites que tu vas rencontrer, que vous allez rencontrer, seront liées à l'obtention d'un visa, que ce soit un visa travail, un visa d'étudiant ou autre. Alors pour le visa d'étudiant, là aussi à ma connaissance, il n'y a pas de limite. Je connais des Français qui sont venus au Japon ayant plus de 40 ans et qui ont eu un visa étudiant sans problème. Même j'avais une ancienne collègue qui avait plus de 50 ans et qui est venue au Japon, qui a obtenu un visa étudiant. Dernière question de PBDRAW qui me demande est-ce que les Français, est-ce que les étrangers peuvent créer des sociétés au Japon? Oui, c'est possible, il y a beaucoup d'étrangers qui le font, beaucoup de Français, j'ai vu des sites internet de Français qui en parlaient. Alors je ne connais pas exactement les démarches, c'est possible, mais évidemment il faut être installé ici, il faut avoir des ressources et il faut bien parler japonais, voire même très bien parler japonais pour comprendre ce qu'on fait, mais en tout cas c'est possible. On enchaîne avec une question de DJ Yoda qui me demande si j'ai des conseils à lui donner sur des quartiers de Tokyo où s'installer et il parle de Chiba dans son commentaire, donc j'imagine dans la région de Tokyo.
Donc oui, évidemment, hein, je te conseille de t'installer à Yokohama. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo où je présentais la ville et je parlais de toutes ses qualités, aussi bien pour le tourisme que pour s'y installer et y vivre. Voilà, c'est une ville vraiment très agréable. Il y a tout ce qu'on peut trouver à Tokyo, mais il y a beaucoup moins de monde et donc on se sent moins oppressé. On est bien situé, près des aéroports, près de la mer. Donc voilà, moi je te conseille vraiment Yokohama. Il me demande aussi des infos sur les supermarchés, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de youtubeurs ou de vidéos ou de sites internet qui parlent des combini. Alors moi honnêtement, je vais jamais au combini, c'est très très rare, à part éventuellement pour payer une facture, mais j'achète rarement des choses au combini parce que effectivement il y a beaucoup de supermarchés de partout et les supermarchés il y a plus de choix et c'est moins cher que les combini. Donc voilà, c'est très pratique. Moi, je te conseille effectivement, hein, même à vous tous, hein, si vous venez en vacances aussi, d'acheter plutôt vos bento, vos boissons dans les supermarchés. Ça vous coûtera moins cher et vous aurez plus de choix. Concernant les chaînes de supermarchés, il y en a énormément. Donc ça dépend des villes, des régions et ça dépend aussi des lignes sur lesquelles vous habitez. Moi, j'habite sur la ligne Tokyu et donc sur chaque station à peu près, hein, vous avez le Tokyu Store qui est le supermarché de Tokyo. Mais je vais souvent aussi à Maruetsu, qui est très proche de la gare, c'est une chaîne aussi de supermarché, ou à Sanwa, qui est beaucoup plus grand, et là qui est dans le grand centre commercial, pas loin de chez moi. Voilà, donc les supermarchés au Japon, c'est vraiment très pratique et c'est moins cher que les combini. Diana me demande de me renseigner sur l'immobilier hors des grandes villes. Alors, je ne vais pas chercher sur Internet, parce que vous pouvez très bien le faire, mais je vais te donner mon opinion sur le sujet, et elle parle notamment des maisons qu'on voit sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, hein, des maisons japonaises à la campagne qui sont proposées à des prix dérisoires et qui ont l'air plutôt sympas. Alors à mon avis, ces maisons, c'est une fausse bonne idée. Alors elles ont l'air jolies, elles sont bien situées, mais plusieurs problèmes. Donc déjà, pour acheter une maison, donc d'après le site internet qui est lié au compte Instagram qui montre ces maisons, c'est possible si on n'est pas résident d'acheter une maison, mais honnêtement, j'en ai jamais entendu parler et j'ai regardé un peu, mais j'ai pas bien compris comment ça pouvait être possible. Donc j'imagine que si le prix est vraiment dérisoire, qu'on peut payer directement sans prendre de crédit, c'est peut-être possible, mais après il y a d'autres problèmes. Déjà, quand on est propriétaire, eh bien, il faut ouvrir une ligne internet, l'électricité, le gaz, etc. Et pour ça, ils vous demandent souvent une carte de résident. Donc ça peut être un problème. Ensuite, si vous êtes à l'étranger pendant qu'il y a des problèmes dans votre maison, eh bien, vous devez avoir quelqu'un sur place. Donc il faut payer quelqu'un pour s'occuper de la maison. Et dernier point très important, c'est que ces maisons sont souvent anciennes, donc très mal isolées et qui demandent beaucoup d'entretien. Donc si vous êtes à l'étranger, ça risque d'être problématique. D'autant plus qu'au Japon, les saisons ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe ou qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en été, il fait très très chaud, très humide. Donc il y a beaucoup d'humidité dans les maisons. Donc c'est très important de les ouvrir, de les aérer. Et en hiver, selon les régions, vous avez plusieurs mètres de neige et il fait très très froid. Ça demande beaucoup d'entretien pour les maisons et c'est pas possible de laisser une maison fermée pendant 4, 5, 6 mois au Japon sous risque de la voir se détériorer rapidement. Ensuite, il y a aussi le problème des taxes, parce qu'il faut payer des taxes foncières ou d'autres types de taxes. Donc voilà, tout ça réuni, je pense que acheter une maison au Japon, si on n'est pas résident, c'est vraiment difficile. Ce qui m'amène d'ailleurs à la question de Léo qui demande comment acheter une maison au Japon en habitant en France. Alors à mon avis, c'est impossible pour le commun des mortels, à moins que tu aies énormément d'argent et que tu puisses mandater quelqu'un pour le faire, créer une société sur place avec des intermédiaires japonais. À mon avis, c'est pas possible. Et en plus pour Diana et pour Léo, même si vous arrivez par miracle à acheter une maison au Japon, donc probablement d'occasion pas très chère à la campagne, eh bien vous n'aurez pas de visa. Donc si le Japon ferme ses frontières comme maintenant, vous ne pourrez pas visiter votre maison. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont des propriétés au Japon mais qui n'ont pas de visa et qui depuis 2-3 ans ne peuvent pas venir au Japon. Donc voilà, c'est beaucoup de problèmes à mon avis pour pas beaucoup d'avantages. Mieux vaut louer quelque chose quand on vient ici en vacances, même si c'est plusieurs fois par an. Question suivante de Sébastien qui souhaiterait venir ici donc avec ses 2 chiens et qui me demande si on peut se promener facilement avec ses chiens ou s'il y a des endroits particuliers. Alors, à ma connaissance, on peut se promener n'importe où avec ses chiens. Alors, il est vrai que dans les parcs, on ne voit pas souvent de chiens être promenés par leur maître. Il y a certains parcs particuliers où évidemment il y a beaucoup de chiens, mais dans les parcs traditionnels, c'est pas interdit, mais pratiquement personne ne le fait parce que évidemment au Japon, tout le monde ramasse les déjections canines. Donc peut-être que dans un grand parc, on risque de se faire un peu critiquer ou ça risque quand même de salir malgré tout, je sais pas. Le vrai problème, ça va être surtout pour se loger parce qu'il y a beaucoup d'appartements et de maisons en location qui n'acceptent pas les animaux de compagnie et même celles qui les acceptent, il y a écrit qu'il faut demander des informations et se renseigner. Donc j'imagine que ça dépend de l'animal, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit. Donc voilà, ça limite quand même beaucoup le choix des locations. Donc voilà, renseigne-toi bien sur ce sujet avant de venir au Japon. Nicolas maintenant qui a 17 ans et qui aimerait à l'avenir peut-être devenir professeur de français au Japon me demande quelles études faire et comment mettre toutes les chances de son côté.
Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment devenir professeur de français au Japon, mais je te conseille quand même d'obtenir un diplôme de FLE, donc français langue étrangère, que ce soit un master 1 ou 2 ou une licence, ça t'aidera beaucoup sur place. C'est pas nécessaire, moi j'en ai pas, mais c'est vrai qu'avec un diplôme de FLE, on peut travailler dans plus d'endroits, des écoles privées, des universités, des instituts, et en plus, souvent, dans ces endroits, le salaire est meilleur. Donc voilà, je te conseille vraiment, tu es jeune, tu as le temps de faire une formation de FLE avant de venir au Japon. Dernière question de Yuki relative au PVT et au Uketsuke Zumisho. C'est un document qui est demandé depuis pas longtemps pour les personnes qui veulent venir au Japon avec un PVT. Donc ce document est à demander par une société japonaise, donc la société fait la demande, donc elle me demande si c'est facile d'obtenir et si je connais des sociétés qui les fournissent. Alors non, à mon avis c'est très difficile à obtenir, il faut vraiment que la société veuille que vous veniez avec un visa PVT spécifiquement. Donc à partir de maintenant, chercher une société pour venir, à mon avis c'est pratiquement impossible. Donc pour les PVT, encore un peu de patience, quand les frontières seront un peu plus ouvertes, peut-être à l'automne j'espère, vous pourrez venir, mais pour l'instant ça me paraît très difficile. On se retrouve dans un nouvel endroit et je vais répondre maintenant à des questions sur la société japonaise en général. Alors première question de Alain qui me demande comment passer son permis de conduire au Japon pour les Japonais. Donc c'est assez similaire à ce qui se passe en France, hein. Il y a le code et il y a la conduite. Et la petite différence, ça serait que il y a beaucoup d'écoles qui ont des circuits fermés. Et donc on sort assez tardivement sur la route. On apprend beaucoup à conduire d'abord sur le circuit. Voilà, je crois que ça coûte dans les 200 yens, donc c'est pas donné. Et il existe des stages d'une semaine ou de 2 semaines, je ne sais plus exactement, où on peut tout passer et terminer le stage en ayant son permis de conduire. Voilà. Question suivante qui est une question d'Arnold qui me demande si à mon avis le plus grave problème concernant la baisse de la natalité, ce ne serait pas la culture d'entreprise et le rythme de travail des Japonais. Alors effectivement c'est un problème important puisque si les Japonais passent tout leur temps au boulot et pas à la maison, il y a moins de temps pour faire des enfants ou pour s'occuper de leur famille. Mais à mon avis le problème principal c'est surtout l'argent. Parce que élever un enfant au Japon, payer l'école, ça coûte des sous. Et le problème, c'est que, comme j'en ai déjà parlé dans le petit journal du Japon, les salaires japonais n'ont pas augmenté depuis 30 ans. Donc quelqu'un qui a 20, 25, même 30 ans maintenant, il ne gagne pas suffisamment d'argent pour s'occuper de sa famille s'il a 1 ou 2 enfants. Voilà. Donc nous, par exemple, si on n'a qu'un enfant, c'est principalement pour des raisons économiques. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a le fait que les attentes des hommes et des femmes japonaises ne soient pas exactement les mêmes. Voilà, c'est un sujet complexe. Et la culture d'entreprise est un de ces problèmes, mais ce n'est pas le problème principal à mon avis. Question suivante de Beberman qui me demande si le métier de prof de langue serait un métier mal vu, qui ferait fuir les japonaises et qui serait mal apprécié donc dans la société japonaise. Alors, pas du tout, mais évidemment il fait allusion à la vidéo de Louis-san et de Mitsu. C'était une vidéo où il parlait sur le fait d'avoir une petite amie japonaise, et donc il disait cette bêtise, parce que c'est une bêtise, il n'y a pas d'autre mot, le métier de prof de langue ne fait pas du tout fuir les japonaises. Tous les collègues que j'ai sont mariés à des japonaises, et s'il y a effectivement des profs de langue, par exemple des assistants en école d'anglais par exemple, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui n'ont pas de visa de longue durée, peut-être, éventuellement ça peut faire fuir certaines japonaises, mais dans l'ensemble le métier de prof est plutôt bien vu, même très bien vu, mieux qu'en France à mon avis. Et il y a des profs de langue qui gagnent correctement leur vie comme moi, donc je ne roule pas sur l'or, mais bon, j'ai un salaire à peu près moyen on va dire. Et vous avez aussi des profs qui travaillent dans des universités, dans des écoles privées et qui gagnent très bien leur vie. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire un test, si vous rencontrez une petite amie japonaise et que vous allez voir ses parents, essayez de leur dire que vous êtes youtubeur depuis 1 ou 2 ans et de leur dire que vous êtes prof de français depuis 1 ou 2 ans. Vous verrez, mais à mon avis, leur réaction sera plus positive si vous êtes prof de français. Parce que tous les youtubeurs ne gagnent pas des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc voilà, le métier de youtubeur, à mon avis, est moins apprécié et fait plus fuir les femmes japonaises que le métier de prof de français. Après, l'argent, c'est une autre question.
Alors on s'est déplacé un peu, il y avait pas mal de gens, donc je suis dans un autre temple pas trop loin. Et on enchaîne avec une question de Dr Blagueur qui me demande les similarités et les différences entre le Japon et la France par rapport à la province et la capitale au niveau du coût de la vie. Donc effectivement, Paris et Tokyo, c'est beaucoup plus cher que la province. C'est la même chose ici, hein, que ce soit l'immobilier ou le reste, tout est plus cher à Tokyo. Voilà. Ensuite, il me demande si les trains sont bondés, est-ce que c'est similaire au RER à Paris le matin. Alors, je ne suis pas trop allé à Paris, donc je n'ai pas trop l'expérience des RER parisiens, mais à Tokyo ou à Yokohama, effectivement, aux heures de pointe, sur certaines lignes surtout, c'est très bondé. Mais sorti des heures de pointe, c'est assez vivable, et à Yokohama même, on est très souvent assis. Il y a souvent beaucoup de place dans les trains. Voilà, donc il faut éviter les heures de pointe et bien se renseigner sur les lignes qui sont les plus chargées. Il me demande aussi si les sociétés japonaises connaissent le JLPT. Alors à mon avis non, hein. Pour la plupart des sociétés japonaises traditionnelles on va dire, elles ne savent même pas que ça existe je pense, et si elles vous engagent, elles vous demanderont juste de prouver que vous pouvez lire et parler correctement japonais. Voilà. Après bien sûr il y a certaines sociétés qui engagent des étrangers, et donc là elles connaîtront peut-être cet examen, mais la plupart des autres boîtes, non. Question suivante de Didier qui me demande ce que Pâques représente pour les Japonais. Eh bien à mon avis, rien du tout. Pour l'immense majorité des Japonais, Pâques, ça n'existe même pas. Peut-être que de temps en temps on voit écrit Ista, et donc notamment à Disneyland par exemple, Disney Sea, il y a des décorations de Ista pour Pâques, mais sorti de là, voilà. Pâques ne représente rien de spécial pour la plupart des Japonais. Ursule maintenant me demande si le gouvernement japonais fait quelque chose pour lutter contre le mouvement des populations qui quittent la campagne pour aller en ville. Alors à ma connaissance, non, le gouvernement japonais ne fait rien du tout, mais il y a beaucoup d'initiatives locales, donc de petites villes, de petites régions, qui donnent de l'argent aux jeunes couples qui viennent s'installer, ou qui proposent de payer les études, ou qui proposent des logements vraiment à bas prix, voire même des maisons gratuites. Donc ça existe, hein, ça s'appelle des Akiya. Et d'ailleurs, il y a un Français qui a récupéré une Akiya qui est installée et qui a fait une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la description au moment du montage. Omae voudrait savoir combien coûtent les études universitaires au Japon et si elles sont accessibles à tous, quelles sont les conditions. Alors, il faut réussir évidemment un examen d'entrée. Il y a un examen national et après il y a des examens pour chaque université. Et ça coûte déjà pas mal d'argent de passer ces examens. Quant aux études elles-mêmes, bien ça coûte vraiment pas mal d'argent, hein. Il y a beaucoup d'universités privées. Même les universités dites publiques coûtent de l'argent. Un peu moins, mais elles coûtent tout de même de l'argent. Et elles sont réservées aux gens qui ont des très bons résultats à ces examens. Quant au montant, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment élever un enfant au Japon. Donc j'ai trouvé d'autres chiffres que je mettrai au montage également. Mais vous allez voir que ça coûte beaucoup d'argent. C'est pour ça que la plupart des familles commencent à économiser dès la naissance de l'enfant. Une question maintenant de Jules Emmerich qui me demande si la mondialisation et la modernisation du Japon ne nuit pas, ne détériore pas donc ses traditions et l'image qu'on a du pays. Alors à mon avis non, pas du tout. C'est vrai que dans les villes, dans les centres névralgiques des villes, hein, il y a beaucoup de sociétés américaines, de Starbucks, etc. Mais vraiment dans la vie de tous les jours, hein, quand on habite au Japon depuis longtemps, eh bien, on se rend compte que les traditions sont vraiment toujours là. Il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup d'endroits traditionnels et puis surtout les Japonais n'abandonnent pas leurs anciennes traditions, hein, comme on le voit au cours de l'année avec les fêtes qu'il y a tout au long de l'année. Voilà, donc en tout cas c'est mon opinion, hein, mais non, je pense que comme on le dit souvent, la tradition et la modernité sont très bien équilibrées au Japon. Voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, on a pas mal bougé, on s'est pas mal déplacé, hein, parce qu'il y avait du monde, il y avait du bruit, mais bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour dire merci. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour le nouveau petit journal du Japon. Salut à tous!